Depuis l'appel à la mobilisation lancé par le président Vladimir Poutine et son ministre de la Défense en Russie, on voit de plus en plus de manifestations. Alors ce ne sont pas les foules qui se déplacent pour contester le pouvoir du maître du Kremlin, mais tout de même, on a assisté à des arrestations plutôt véhémentes. On a vu aussi des centaines de personnes quitter le pays, arriver en Arménie ou en Turquie, à Istanbul, pour dénoncer la mobilisation, pour dire non à la guerre. La mobilisation partielle est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. C'est une très mauvaise étape et je pense que cela pourrait entraîner beaucoup de problèmes pour de nombreux citoyens russes. Bien sûr que je suis inquiet. Je ne pensais pas que la prochaine étape serait la mobilisation. J'ai l'impression que peu de Russes veulent se battre, être mobilisés ou encore aller à l'armée. Voilà, je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller me battre. Jean-Didier Revoin est le correspondant de BFM TV à Moscou. Bonsoir Jean-Didier. Peut-on parler véritablement d'un mouvement naissant de contestation et de non à la guerre ? Alors écoutez, pour l'instant, c'est un peu difficile de se prononcer sur cette question. Ce qu'on a constaté, c'est que effectivement, des manifestants sont descendus dans les rues hier soir, notamment à Moscou, pour manifester leur opposition à cette mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Mais on ne peut pas dire qu'ils étaient quelques milliers tout au plus. On ne peut pas dire que ce soit un mouvement de contestation massif. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette mobilisation partielle ne se déroule pas sans accroc. Sur les réseaux sociaux russes, on voit des images de bureaux de recrutement, pas à Moscou même, mais dans différentes régions de Russie, où les officiers recruteurs peinent à convaincre les hommes de s'enrôler. On voit aussi des scènes avec où des mères de famille, par exemple, disent à ces mêmes officiers recruteurs que qu'ils n'emporteront pas leurs fils avec eux, qu'elles les garderont avec elles pour leur éviter d'aller combattre dans le cadre de l'opération spéciale qui se déroule actuellement en Ukraine. Et puis ce qu'on voit aussi, vous l'avez dit, c'est toujours sur les réseaux sociaux, des images de halls d'aéroports, notamment à Moscou, qui sont bondés principalement par des hommes. Il y a aussi des images qu'on voit à la frontière, à différentes frontières terrestres de la Russie, que ce soit avec la Géorgie, le Kazakhstan, la Mongolie, où on voit des files de voitures, de véhicules, de gens qui cherchent à quitter le pays. Et puis, vous l'avez dit aussi, à Istanbul, les vols directs depuis Moscou pour Istanbul ou Belgrade, affichent complet, et ce pour plusieurs jours. Didier Revoin, notre correspondant à Moscou. Sergueï Gernov, bonsoir. Vous êtes ancien officier de renseignement du KGB, auteur de ce livre L'Engrenage aux éditions Albin Michel. On vous avait déjà reçu sur ce plateau. Ce mouvement de désobéissance, on a du mal aujourd'hui à en mesurer l'ampleur, à la fois donc ces manifestations, mais aussi ces Russes qui ne veulent pas faire la guerre. Est-ce que ça peut être un point de bascule ? Disons, c'est inquiétant pour Vladimir Poutine, parce que c'est pas nouveau, parce qu'il y a eu dès le début de la guerre, il y a eu la contestation. Même les sondages officiels donnaient au début 50-50. Il y avait 50% des gens qui n'étaient pas pour la guerre. Après, ils ont donné un chiffre énorme de 80 ou 90% des Russes qui seraient pour la guerre. Mais je vous ferai remarquer déjà qu'au mois de juillet, il y avait un sondage qui a fuité de Kremlin, un sondage qui a été préparé par le Kremlin dans lequel il disait que en général, c'est seulement les anciennes générations, à partir de 65 ans ou 70 ans, qui étaient vraiment, qui soutenaient vraiment Poutine à 72%. En revanche, les jeunes, à 56%, niet. Ils ne voulaient pas ça. Et donc, c'est quelque chose qui existait. Ces gens-là, en fait, ne protestaient pas parce que cette guerre ne les concernait pas. Elle était, jusqu'à maintenant, c'était pas une mobilisation, c'était un recrutement, des volontaires ou des gens qui voulaient gagner de l'argent. Et donc, il allait chercher dans les régions un peu dépressives, voire même très pauvres, et dans les populations très socialement désavantagées. Du coup, ça ne concernait ni Moscou, ni Saint-Pétersbourg, ni les grandes villes. Mais ils sont considérés comme des traîtres à la patrie, comme des ennemis du Kremlin
Ceux qui manifestent, ceux qui disent non. Par les gens qui soutiennent le régime. Et ceux qui fuient, qui sont arrivés en Arménie ou en Turquie. Le régime ne peut rien leur reprocher parce que tant que vous n'avez pas reçu la convocation pour la mobilisation, vous êtes libre de partir. D'ailleurs, les frontières, Pierre Laurin, ne sont pas fermées. Non. Même si visiblement les contrôles ont été renforcés dans les aéroports, les frontières ne sont pas fermées en Russie. Oui, effectivement, pour le moment, les frontières sont ouvertes, elles le resteront vraisemblablement. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où des hommes sont mobilisés, ils sont passibles des nouveaux articles du Code pénal qui punit de plusieurs années d'emprisonnement le fait de se défiler, de la mobilisation ou de contester la loi martiale, etc. Pour le moment, il n'y a pas de loi martiale. Mais la mobilisation, c'est effectif. On essaie de mesurer avec vous, Frédéric Bianchi, l'ampleur de ce mouvement. C'est compliqué parce qu'il faut faire attention s'il y a des images qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas toujours vérifiées, ces fils d'attente aux frontières. Qu'en est-il précisément ? Alors oui, il y a beaucoup d'images. Effectivement, ce qu'on constate, en tout cas sur Internet, on va sur Internet, on essaie d'acheter un billet simplement. On veut faire Moscou-Istanbul ou Moscou-Erevan, par exemple. Il y a 4 principales destinations pour les Russes. Ce sont des pays qui n'exigent pas le visa pour pouvoir voyager. C'est la Turquie, l'Arménie, la Géorgie et la Serbie. Eh bien oui, on constate. Alors là, vous voyez, c'est une vidéo qui a été diffusée hier par le site Flight Radar où on voit les départs d'avions sur la seule journée d'hier au départ de Moscou à destination donc des pays comme la Turquie et des pays qui peuvent... Est-ce qu'il y a plus d'avions qu'il y a parce que... Alors, il n'y a pas forcément plus d'avions, il n'y a pas plus de trafic. C'est exactement les mêmes. En tout cas, c'est le même trafic qu'habituellement, mais on voit concrètement ce que ça donne, ce trafic quotidien vers ces pays-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut plus acheter de billets d'avion. Alors, dans un premier temps, il y a une flambée des prix. C'est-à-dire que des billets à 70, 120 euros normalement sont passés à 1200, voire 4000 pour certains. Et aujourd'hui, les réservations sont tout simplement fermées. Alors, est-ce que ça va se prolonger dans le temps ? Est-ce qu'il va y avoir une fuite plus importante ? Ce qu'on sait aujourd'hui, on n'a pas de chiffres globaux. Simplement, on a une étude d'un cabinet londonien spécialisé dans l'expatriation qui a mesuré un petit peu où allaient partir et combien seraient ces Russes à partir. Alors ce sont les Russes riches évidemment, parce que pour pouvoir partir et pour pouvoir s'installer, il faut avoir des réseaux, il faut avoir un certain niveau de vie. Chute aussi. Voilà. Eh bien, il y aurait 15 000 Russes, c'est-à-dire 15% de la population des millionnaires russes qui devraient quitter le pays en 2022, ce qui en fait de très loin le premier pays de désertion pour les grandes fortunes de Russie. On va voir si ça va prendre aussi au sein de la population globale. Mais Dana Fedun, vous êtes membre du Congrès mondial des Ukrainiens. Vous trouvez ça encourageant, ce qui se passe, même si c'est de manière sporadique ? Déjà, en premier lieu, c'est bien de voir qu'il reste de la police mobilisée pour contrôler ce genre de manifestations, parce qu'il y avait beaucoup aussi de la police qui était mobilisée pour la guerre. En deuxième lieu, oui, effectivement, lorsque nous avons vu que Poutine a déclaré 300 000 personnes mobilisées, ça a fait froid dans le dos, mais cependant, la guerre qui se passe actuellement sur le front, c'est une guerre tactique, hautement tactique. Donc, il s'agirait de recruter de la chair à canon sans forcément avoir, qui n'a pas d'expérience du terrain et puis qui va être utilisé juste dans les tranchées. Après, c'est... Et pour vous, ça peut venir de l'intérieur, la solution notamment, la résolution conflit Nous avons cru aux Russes, notamment en fait aux Russes de l'intelligentsia de Saint-Pétersbourg, qu'il allait se manifester. Cette haute société russe qu'il allait faire quelque chose, mais en fait, pour moi, la Russie, ça restera une nation des esclaves, donc qui ne pourra pas qui va se soumettre sous les ordres des autres. Et là maintenant, ils sont en train de quitter le pays au lieu de manifester, au lieu de faire quelque chose pour faire une déclaration contre le régime de Poutine. Parce que c'est un régime quand même qui est contrôlé. Michel Goya, ça va être compliqué de faire la guerre avec des gens qui n'ont pas envie de la faire, parce que visiblement, il n'y a pas une grande motivation pour aller se battre sur le front ukrainien. Oui, forcément. Mais là, alors, ce que l'on voit, effectivement, ça a été évoqué hier. On le voit, il y a des milliers de manifestations, il y a beaucoup de départs, mais ça représente après tout qu'une petite partie de la population. Mais visiblement, oui, mais on le savait. On le savait, on le sentait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même, on n'avait pas déclaré la guerre au départ, on n'avait pas déclaré de mobilisation. Pour éviter ça, il faut être clair là-dessus, et avec les conséquences que ça peut avoir politiquement. Et il faut noter aussi que cette mobilisation reste quand même une mobilisation partielle.
C'est pas la mobilisation générale qui, visiblement, aurait mis sans doute le feu aux poudres de manière beaucoup plus importante. Donc on est toujours, enfin, on a franchi une étape, incontestablement, et on est dans l'escalade. Il y a deux éléments. Il y a la mobilisation, et puis il y a les référendums qui sont organisés dans les républiques, qui feront quasi automatiquement de ces républiques des territoires russes. Ce qui veut dire que il y a des mobilisés, mais les appelés, par exemple les soldats appelés qui sont actuellement dans l'armée russe et qui sont en Russie, pourraient éventuellement être engagés également en Ukraine. Sans doute là aussi à la grande joie de beaucoup d'entre eux et de beaucoup de familles. Et puis c'est effectivement la porte ouverte. Alors la Novaya Gazeta, elle parlait de 1 million de personnes éventuellement concernés par le décret de mobilisation. Et là, ça serait les conséquences militaires, on va le dire simplement. Les conséquences militaires sont très longues à venir sur le terrain en Ukraine. Les conséquences politiques, elles, peuvent être beaucoup plus rapides. Et Pierre Lerin, ça correspond à quoi ces 300 000 personnes alors qu'il y a un réservoir potentiel de plus de 20 millions? Justement, en fait, l'armée russe dispose d'un potentiel qui actuellement est estimé à justement entre 300 000 et 500 000 hommes qui peuvent être déplacés parce qu'ils sont déjà dans l'armée. Et ils ont déjà de l'expérience aussi. Effectivement. Et il faut les reformer. Ce que l'on pense, c'est que là, les mobilisés, ils vont aller dans les autres districts stratégiques, les directions, les commandements régionaux en Sibérie, par exemple, mais également dans le sud, pour remplacer les troupes de l'armée qui seraient déplacées, effectivement, en Ukraine. Et également, cela a un objectif, non pas seulement d'apporter des troupes là où il en faut, mais également d'assurer une certaine relève des unités qui sont déjà là depuis 6 mois et qui sont à bout. Donc, il faut remplacer, et c'est certainement la raison pour laquelle la mobilisation partielle intervient maintenant. Ça veut dire que Vladimir Poutine est dans une stratégie de temps long, en fait. Et voilà, il n'y a aucune faiblesse de sa part. Il poursuit ses objectifs, il veut s'en donner les moyens, et il sait que ça sera plus long que prévu. Je crois que c'est effectivement cela, et la Russie s'est positionnée pour une guerre qui va durer et qui risque de se transformer en un conflit gelé, et ça peut durer non seulement des années, mais peut-être des décennies. Sergueï ? Mais politiquement, il y a un piège pour Vladimir Poutine, parce que jusqu'à maintenant, c'était les volontaires, c'était les gens qui voulaient y aller, soit pour les raisons idéologiques, soit pour de l'argent. Et au bout déjà de 4 mois de bataille, ils avaient du mal à recruter de la relève pour ces volontaires et ces engagés pour de l'argent. Et là, les gens qui sont en relais par mobilisation, ils ne sont pas payés. Non. On leur garantit juste le salaire moyen là où ils travaillaient. C'est souvent les gens qui étaient les réservistes, donc c'est souvent les trentenaires, les quarantenaires qui sont installés, qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont les femmes, et donc ils vont tout laisser ça pour aller combattre pour un territoire qui, en fait, à l'intérieur de Russie, n'est pas considéré comme russe. Qu'est-ce que vous allez raconter aux Russes de Sibérie, de Kherson ou de Melitopol ou même de Donbass? En fait, pour eux, ils comprennent même pas pourquoi ils doivent aller là-bas. Dana ? Oui, par exemple, à Mariupol même, il n'y a plus d'électricité. Donc, la ville de Mariupol a demandé aux autorités, parce qu'ils dépendent de Saint-Pétersbourg, de financer les réparations. Et du coup, pour le moment, il n'y a pas de retour parce que le financement n'a pas été réparti. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ces territoires occupés vont être financés par la suite. Mais ça va prendre du temps de remettre en place tous ces 300 000 hommes. Il va falloir les former de nouveau, faire en sorte que ils trouvent un stage, une affectation. Donc le temps, est-ce qu'il joue vraiment en faveur de Poutine ou en faveur des Ukrainiens qui reprennent du terrain là, en ce moment, avant l'entrée dans l'hiver? Encore une fois, pour que c'est un effet vraiment militaire sur le terrain, il faudra beaucoup de temps. 6 mois, 8 mois? Peut-être pas tant, mais ça se compte en mois, incontestablement. Il ne faut pas imaginer des réservistes, un peu comme chez nous, ou dans les armées occidentales, l'armée américaine, c'est-à-dire des gens qui font des périodes de formation, qui sont affectés à une unité, qui sont des militaires à temps partiel d'une certaine façon. On va dire ce laps de temps de 3 mois, ou entre 3 et 6 mois, il est favorable à qui? Il est favorable aux Ukrainiens avec l'arrivée de l'hiver, là?
pour l'instant, les Ukrainiens sur le terrain ont pris l'initiative, ont pris le dessus. C'est-à-dire que ce sont eux qui progressent. Alors jusqu'à quelle mesure, ça c'est difficile à dire. Est-ce qu'ils vont être capables, pour l'instant, leur offensive dans le nord c'est arrêté provisoirement, ils continuent à avancer dans la région de Liman notamment. Maintenant, ils peuvent lancer à nouveau de nouvelles offensives, peut-être. Il y aura peut-être une nouvelle bataille comme celle qu'on a vue, une nouvelle percée comme celle qu'on a vue à Balaklia. On ne sait pas. Mais pour l'instant, ce sont eux, effectivement, qui ont l'initiative. Et il était logique, et on le savait, depuis des semaines, on savait que ça ne pouvait, pour les Russes, ça ne pouvait pas continuer comme ça sans une réaction forte. Cette réaction forte, elle est là. Maintenant, et j'y reviens, ces militaires, ils peuvent être affectés soit individuellement pour renforcer des unités, ou peut-être il y a des cadres encore un peu anciens qui peuvent être renforcés. Est-ce qu'ils vont être aptes au combat tout de suite? Non, pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Après, si on veut former des unités complètes, des bataillons, rien n'est prévu pour ça. C'est ça, voilà, il faut des cadres, il faut des matériels, il faut former des bataillons, donc ça prend des semaines. À la limite, on peut les envoyer à un secteur relativement calme, tranquille, pour faire une relève. Ça peut aller relativement vite, mais même cette relève, elle s'organise. Et s'il faut les envoyer au combat en Ukraine, ça prend des mois, en réalité. J'apporte un additif à ce que le colonel vient de dire, c'est que effectivement la formation de ces mobilisés se fera vraisemblablement dans les régions militaires éloignées. Et que les contingents de ces régions militaires seront déplacés. Donc eux, ils sont formés, ces soldats. Ceux-là, ils sont formés, ils peuvent aller éventuellement au combat. Il ne reste plus beaucoup d'unités non engagées en Ukraine. En Sibérie. Est-ce qu'il a le temps, Poutine, d'attendre, Sergueï? C'est ça la question. En fait, la question, c'est est-ce que les Ukrainiens vont continuer à contre-attaquer et à gagner du territoire? Parce qu'à court terme, ce sont les Ukrainiens qui en profitent. Parce que les Russes, vous avez parfaitement raison, mon colonel, ils ont besoin de temps pour former ces gens-là et pour faire un combattant de toute façon même formé derrière, tant qu'il ne sera pas sur le front, tant qu'il ne participera à quelques batailles, on ne peut pas dire s'il est bon ou pas. Il y avait aussi un autre point, c'était les référendums, le pseudo-référendum qui va être fait du 23 jusqu'au 27. Ce sont des choses qui, à partir de demain, ce sont des choses qui m'inquiètent plus que la mobilisation partielle. Parce qu'il s'agirait, si les référendums auront lieu et s'ils vont être effectués, parce que les Russes, ils veulent aussi mobiliser les personnes de 13 à 17 ans, ça voudrait dire que la Russie considérera toute attaque contre le territoire de la Russie, donc ça va englober le conflit. Et c'est pour ça que derrière, Vladimir Poutine, dit si vous attaquez le territoire russe, on peut utiliser toutes les armes. Oui, on peut envoyer les appeler, on peut mobiliser de force les gens qui sont dans ces régions. Mais cependant, juste qu'à partir du 1er octobre, il y aura ce fameux Lend-Lease qui va prendre effet et on espère véritablement qu'on aura plus de munitions à ces moments-là qui vont arriver. Et bien justement, les renforts militaires pour l'Ukraine, la mobilisation décrétée par Vladimir Poutine. À ces questions, le président de la République a répondu en exclusivité à Ulysse Gosset. Interview que vous allez écouter dans un instant. De l'État, donc dans cet entretien accordé à Ulysse Gosset. Nous reviendrons sur la réforme des retraites dans un instant, en débat d'ailleurs avec un député de la majorité et un député de la NUPES, mais on retiendra aussi ce qu'a dit le président de la République à propos du conflit en Ukraine. Oui, avec de la fermeté affichée par le chef de l'État, face à une escalade, il pointe du doigt l'escalade de Vladimir Poutine, à la fois la mobilisation, la menace de l'arme nucléaire. Il y a une détermination qui est pour l'instant sans faille du côté de l'Occident finalement. Et c'est peut-être aussi une surprise d'ailleurs, Sergueï. Non, c'est pas une surprise parce que le président de la République a changé son discours après la visite de Boutcha. Donc quand il est allé voir Zelensky fin juin, après il a vu sur le terrain ce qui s'est passé au nord de Kiev. Et au mois de juillet, quand il était en Afrique, c'est la première fois où il avait vraiment un discours complètement différent. Un discours très ferme, un discours anti-impérialiste contre la Russie, en dénonçant cette guerre impérialiste et en appelant certains pays à soutenir l'effort occidental, parce que vous savez très bien qu'en Asie, en Afrique et en Amérique latine, il y a plusieurs pays qui hésitent et donc qui s'abstiennent. Et donc ce discours est très ferme, mais en même temps, il est très prudent. Vous l'avez remarqué, il a dit nous ne sommes pas en guerre avec il a toujours répété. La Russie. Là, il a toujours répété. Pas en guerre il martèle ça, et justement parce qu'en fait, il y a une escalade nucléaire de la part de la Russie, et cette escalade nucléaire, personne ne veut la pousser à bout, parce que là, Poutine est allé quand même très loin. Pierre Lerin.
Écoutez, je pense que le président Macron a changé de discours effectivement au moment où la France n'était plus présidente de l'Union européenne. La présidence tournante est passée à la République tchèque et donc le président Macron s'est trouvé totalement libre de parler en tant que président français et non plus en tant que président européen. Donc, ça se comprend, ce changement de langage. En revanche, ce qui est très clair, c'est que si les pays occidentaux restent dans leur position actuelle, qui est d'aider l'Ukraine sans intervenir, il n'y aura pas d'évolution sur le terrain et le conflit risque de devenir un conflit gelé, comme de nombreux conflits dans le monde. Depuis 1953, la Corée est séparée par une ligne de démarcation. Depuis 1974, Chypre est séparée par une ligne de démarcation. Et peut-être que dans 50 ans, l'Ukraine sera séparée par une ligne de démarcation. On ne peut rien dire, mais actuellement, je ne pense pas que la situation sur le terrain évolue pour une solution rapide du conflit. Non, il n'y aura pas une solution rapide, surtout que la Russie, elle est allée beaucoup trop loin. Elle est allée beaucoup trop loin. Et Izium, ça a confirmé. Et tout ce qu'on va découvrir dans la région de Kherson, tous les crimes de guerre qui sont faits d'une manière systématique, démontrent que c'est une politique de la Russie qui crée un génocide du peuple ukrainien. Merci, messieurs, dames. Dans un instant, la